Je suis là pour vous parler. Je vais commander mes diapos d'ici. Ouais. Je suis là pour vous parler de. Comment vous avez intitulé? Faiseur de miracles, ça ne me va pas du tout. Ça n'a aucun sens. Et oui, à cœur vaillant, rien d'impossible. Il y a des cours pour les miracles. À cœur vaillant, rien d'impossible, c'est quelque chose qui peut se discuter. Je vais vous parler de l'histoire de la transplantation. Et surtout de ce qui s'est passé au XXe siècle, parce que le XXe siècle restera comme le siècle de la transplantation. Mais ce siècle de la transplantation ne peut pas s'isoler de ce qui s'est passé avant, depuis toujours, et ne peut pas s'isoler non plus, me semble-t-il, de ce qui se passera dans les siècles ou dans les millénaires à venir. Et je vais vous dire pourquoi, en passant un premier document, qui est celui-ci. Mais il est sur l'écran ou pas? Il va l'être. Alors je reviens en arrière. Le Minotaure. Là, c'est le Minotaure à la jument noire, peint par Picasso. Le Minotaure, c'est quoi? Le Minotaure, c'est ce qu'on appelle un mythe. Le mythe, c'est quoi? Le mythe, c'est l'imaginaire, un imaginaire collectif. Ça veut dire que toute une société a imaginé ce personnage dont le corps est constitué de plusieurs parties provenant d'animaux différents. Et l'imaginaire, c'est quoi? Quand on sait que le Minotaure existe sous des formes diverses, mais dans toutes les civilisations du monde. Le Minotaure existe sous une forme différente, bien sûr, chez les aborigènes d'Australie. Le Minotaure existe chez les Indiens des hauts plateaux des Andes. Le Minotaure existe chez les Grecs, il existait chez les Égyptiens, et ce mythe, cet imaginaire collectif est là, bien présent, toujours présent chez nous, nous qui cherchons à faire des greffes à partir d'organes prélevés sur des animaux, un vieux rêve de l'humanité qui était déjà présent dans ces civilisations anciennes. Et la première question qu'on doit se poser, c'est l'imaginaire, c'est quoi? L'imagination, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui naît de soi? C'est pas vrai, puisque c'était présent autrefois. Est-ce que c'est une mémoire d'événements, de faits qui se sont passés il y a des millénaires et des millénaires autrefois, ici ou ailleurs, ou est-ce que, au contraire, ce sont des projections que nos cerveaux établissent, structurent pour préparer l'avenir? Et c'est vrai que quand on aborde la transplantation sous cet angle-là, on devient extrêmement modeste et on se demande si au maximum on n'est pas l'instrument ou le porteur d'un message qui à un moment doit devenir réalité. C'est pour ça que finalement ça n'aurait été pas plus mal, M. Kashgar, d'intituler cette conférence du mythe à la réalité. Le mythe, le voilà. Il y a le miracle. Alors bien entendu, vous avez ici Saint-Côme et Saint-Damien, les premiers à avoir effectué une transplantation chez l'homme, parce qu'avant c'était des organes d'animaux ou des parties de corps d'animaux qu'on transplantait. Et Saint-Côme et Saint-Damien ont réalisé cette intervention sur un sujet qui a été victime, dont la jambe avait été écrasée sous les tours de Rome. Et ils ont transplanté, vous remarquerez, le membre inférieur d'une personne noire à un homme blanc, sans que ça pose aucun problème. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'ils ont retransplanté, c'est la légende du miracle, retransplanté le membre blessé de l'homme blanc sur l'homme noir pour respecter la dignité du donneur. Et c'est une notion qu'on retrouve encore chez nous. Et je sais que lorsqu'on a réalisé les premières greffes de main, naturellement, spontanément, alors qu'on n'avait pas à le faire, on a fait fabriquer des prothèses esthétiques pour remplacer les membres qu'on amputait pour les greffer.
Le miracle, ça fait partie du mythe, sauf que c'est un mythe dirigé. À table, nous parlions de laïcité, c'est un autre aspect qu'on pourrait faire intervenir dans la laïcité. Les premières transplantations de membres ont été réalisées chez le chien par Alexis Carrel, qui a publié ses travaux en 1908. Alexis Carrel, en tout cas dans la première partie de sa vie, peut être considéré comme l'un des plus grands génies de la chirurgie et de la médecine. Il était lyonnais, il avait passé l'internat de Lyon. Les patrons de l'époque trouvaient qu'il était finalement un peu fou, pas très brillant, et il l'avait mis à la porte. Et Alexis Carrel avait décidé d'abandonner toute la médecine pour aller couper des arbres au Canada où il avait de la famille. Et puis, par chance, il a été remis en contact avec des Américains de Chicago et il a pu poursuivre ses travaux. Mais vous voyez, sur un dessin qui n'est pas une photo, bien sûr, c'est un dessin, déjà cette notion de membre greffé qui retrouve ce qui avait été décrit par saint Côme et saint Damien. Là, et voilà, un autre membre greffé, c'est la main droite du premier receveur d'une greffe de main de l'histoire. 3 mois après la transplantation, elle est en parfait état. Les petits points que vous voyez à la partie supérieure près de la jonction entre le membre du receveur et le membre du donneur sont des cicatrices de prélèvement pour biopsie, puisqu'on analyse la peau. On l'a analysé pratiquement tous les jours à cette époque. L'un des principaux problèmes de la greffe de main, c'est la présence de la peau, une peau qui n'a jamais été tolérée, dont les greffes n'ont jamais été tolérées chez l'homme avant ces tentatives. J'essaierai de vous dire pourquoi. Je reviens en arrière. Une chimère dessinée au Moyen-Âge. C'est un lion avec une tête de chèvre et la queue. Au niveau de la queue, il doit y avoir un oiseau, une poule ou je ne sais pas quoi, un faisan. Mais regardez où se situe la tête de chèvre par rapport au corps du lion. Et regardez cet animal, cette chimère, qui a été réalisée. J'ai vu ce chien à Moscou en 1971 avec le chirurgien qui tient le chien, qui s'appelle Demikov, qui s'appelait Demikov parce qu'il est décédé depuis, et qui avait réalisé les premières greffes de tête chez l'animal. Alors bien entendu, vous voyez une petite tête de chien noir sur un chien loup qui fonctionnait parfaitement bien, mais seulement pendant 3 ou 4 jours avant qu'elle ne soit rejetée. Mais vous voyez le parallélisme entre la chimère du Moyen-Âge et la greffe qui a été réalisée ici. On peut imaginer d'ailleurs que ces greffes de tête ou que ces greffes de corps sur des têtes pourraient se réaliser un jour si une indication crédible se posait. Mais vous voyez qu'on est là dans un continuum qui remonte très 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 loin dans l'histoire, peut-être bien avant que notre histoire humaine ait commencé, peut-être au-delà de ce qui a pu se passer sur la Terre, peut-être remontant jusqu'au moment où l'espace et le temps se mélangent. Alors, j'avais dit que je me concentrerais sur la chirurgie du XXe siècle, mais, parce que le XXe siècle est vraiment le siècle de la transplantation, mais il ne faut pas oublier qu'entre ces mythes, ces légendes, ces miracles, les hommes ont toujours travaillé. En 1885, un Anglais qui s'appelle Hunter a transplanté des dents avec apparemment des résultats transitoires satisfaisants. À peu près à la même époque, un Suisse qui s'appelait Tremblay prenait des lombrics, les coupait en plusieurs morceaux et greffait les morceaux les uns sur les autres pour faire d'un long ver de terre une petite étoile. Et il avait remarqué que si la petite étoile était constituée venait du même ver de terre, la survie était plus longue, c'était une question de jours à l'époque, plus longue que s'il prélevait et greffait des morceaux de ver de terre différents. Un autre Suisse essayait de faire des greffes au début du XIXe siècle avec des hydres d'eau douce, qui sont des gros petits êtres monocellulaires qu'il coupait en deux et qu'il regreffait, trouvant à peu près les mêmes notions. Le XIXe siècle a été un siècle très riche en termes de transplantation.
Les premières greffes de peau ont été réalisées par un Italien qui s'appelait Bonomo. Vous voyez que tous les pays s'en mêlent, que toutes les cultures se mélangent dans ce domaine. Et cet homme a greffé des peaux de mouton, des peaux chez les moutons, et montrait que des petits fragments de peau étaient bien tolérés s'ils venaient du même donneur et étaient rejetés s'ils venaient de donneurs différents. Il n'utilisait pas le terme de rejet, il n'utilisait pas le terme de tolérance, mais le fond y était. Et c'est à partir de ces expériences-là que les chirurgiens plasticiens, que les chirurgiens de l'époque, et notamment les Suisses avec Reverdin à Genève, ont développé des expériences de traitement des brûlés graves avec de la peau provenant d'autres êtres humains, et en montrant très bien aussi que quand la peau pouvait être prélevée sur le même individu, elle était supportée, alors que si elle venait d'un autre individu, elle était rejetée dans le temps. À cette époque, l'immunologie n'existait pas. L'immunologie a commencé avec Pasteur. Et on a commencé d'abord à s'apercevoir, que les microbes, ça existait, et que l'infection venait d'eux. Et on s'est aperçu aussi que le vaccin pouvait exister. Avec le vaccin, un mécanisme s'est mis en route qui nous a permis de déboucher sur toutes les découvertes qu'on a fait aujourd'hui. Mais si je reviens à mon XXe siècle, on s'aperçoit que, je vous ai cité Alexis Carrel, qui en 1902, à Lyon, a publié dans le Lion chirurgical la technique des anastomoses vasculaires, comment coudre deux artères ou deux veines entre elles. Et à partir du moment où Alexis Carrel a mis au point cette technique, il ne pensait pas à traiter les obstructions artérielles, l'athérome ou les plaies des artères, il pensait aux greffes. Et Alexis Carrel a tout greffé chez l'animal, le rein, des morceaux de foie, de l'intestin, pas de pancréas. Il a même essayé de faire des greffes de cœur et des greffes de pattes, comme je vous l'ai montré. Et puis, c'était la technique de la triangulation. Il est parti, donc il a fait toutes ces transplantations à Lyon et aux États-Unis, mais les premières greffes de rein chez l'homme ont été réalisées en 1906, là encore à Lyon. Lyon a quelque chose à voir avec la transplantation, par Jaboulet, qui a tenté de faire deux xénogreffes, c'est-à-dire des greffes d'animaux, un rein de chèvre, un rein de porc, au pli du coude de patientes qui mouraient d'insuffisance rénale. Aucune de ces greffes n'a fonctionné, mais le mythe entrait dans la réalité et on savait qu'il fallait aller plus loin pour travailler. Et puis la première greffe, on est sorti de l'animal en 1933 pour faire des greffes d'homme à homme, ce sont les allogreffes, et la première a été réalisée en 1933 en Union soviétique par un chirurgien qui s'appelait Voronoï. Ça, c'est Alexis Carrel, avec la technique de triangulation pour coudre deux artères. Le matériel, les aiguilles, les fils, venaient de chez la couturière du coin. Et puis, après avoir fait toutes ces greffes, il a analysé la situation et il a tenu des propos qui sont fortes, qui ont beaucoup de sens sur le plan de l'histoire, alors que les autogreffes, c'est-à-dire les greffes d'un individu à un autre, c'est-à-dire que si vous prenez le rein d'un chien, vous enlevez l'autre rein et vous greffez ce rein quelque part dans l'abdomen, cette autogreffe survit, toujours. Si vous prenez une greffe, un rein venant d'un autre chien, il rejette systématiquement de toute façon. Et si vous prenez un rein venu d'une autre espèce animale, il est rejeté immédiatement. Et Alexis Carrel, à ce moment-là, a plié ses livres et s'est mis à s'occuper d'autre chose. Il s'est mis à s'occuper des plaies infectées pendant la guerre de 14 et de l'utilisation du liquide de Daca, qui a sauvé des milliers et des milliers de vies de ce qu'on appelait la pourriture après les amputations. Et puis, il s'est occupé des machines cœur-poumon avec Lindbergh. Au XXe siècle, il y a eu bien sûr d'autres progrès chirurgicaux, mais c'est à partir de 1947 qu'un premier succès transitoire a été observé. C'est une histoire absolument extraordinaire qui mérite d'être contée. Ça se passait dans un hôpital de Boston qui s'appelle le Peterman Brigham Hospital. Et il y avait deux chirurgiens qui étaient de garde, Landsteimer et Hume, qui travaillaient, et Hufnagel, qui travaillaient au laboratoire sur les greffes, avec un chirurgien de renom qui s'appelait Joe Murray. Et en même temps, dans deux salles d'opération,
il y avait une jeune femme qui mourait d'insuffisance rénale à la suite d'une septicémie à perfringence liée à une fausse couche et qui avait un petit problème d'abcès de paroi que les chirurgiens incisaient. Et dans l'autre salle d'opération était arrivée une autre jeune femme qui avait eu un accident de circulation et qui se saignait à blanc et qui est morte sur la table. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas prélever un rein de cette jeune femme pour greffer à l'autre qui meurt d'une insuffisance rénale? Ils ont voulu, le chirurgien de garde, c'était deux jeunes internes, le chirurgien de garde a dit, impossible, tirez-vous, je ne veux pas entendre parler de ça. Ils ont pris le rein de la femme qui était morte d'hémorragie. Ils ont transporté la femme qui mourait d'insuffisance rénale dans une chambre d'interne et ils ont greffé. C'est une histoire véridique que moi je me suis fait conter par les gens que je connais qui ont fait ça. Et ils ont greffé le rein au pli du coude de la femme qui mourait d'insuffisance rénale. Ce rein a fonctionné pendant 12 à 18 heures, on ne sait pas exactement, et ce qui a permis, ou ce qui aurait permis, parce que c'est difficile à démontrer a posteriori, à cette jeune femme de surmonter la phase d'insuffisance rénale aiguë dans laquelle elle se trouvait et d'être sauvée. En tout cas, ça reste dans l'histoire de la transplantation la première greffe qui ait marché. Et vous voyez que ces jeunes étaient poussés par une force qui les a conduits à prendre cette décision. Là, à partir de 1951, et sur la base de cette expérience, plusieurs équipes se sont mises à travailler et à transplanter des reins, qu'il s'agisse donc de David Hume à Boston, d'Economos Dubos, 3 équipes parisiennes, Economos Dubos, Cervelle Rougeau, Teinturier, Miliez et Cus, qui transplantaient des organes prélevés chez des guillotinés immédiatement après le sacrifice. Et c'était le début des greffes à partir de sujets morts. Ensuite, en 1952, une première greffe a été réalisée à partir de donneurs vivants. Certains l'ont peut-être connu ou s'en rappellent peut-être. Moi, je m'en rappelle particulièrement parce qu'à l'époque, dans mon petit village de Charly, où c'était à Noël, il n'y avait pas la télévision, mais il y avait la radio. Et cette première greffe chez Marius Renard, qui était un jeune ouvrier qui était tombé d'un toit et qui avait perdu un rein unique qu'il avait, il n'y avait pas d'autre rein congénital. Marius Renard mourait d'insuffisance rénale parce qu'il n'avait plus de rein. Et la mère de Marius Renard a accepté de donner son rein. Et ça s'est passé le jour de Noël. Et moi qui étais enfant, j'ai entendu ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui d'ailleurs m'a fait prendre la décision de devenir un jour chirurgien de transplantation. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir réaliser par la suite cette vocation qui était née à l'âge de 10 ans. Mais malheureusement, le rein de Marius Renard n'a fonctionné que 15 jours et il est mort, mais un autre pas a été lancé. Et immédiatement, 2 ans après à Boston, Joseph Murray, Merrill et Harrison ont transplanté les premières greffes, fait réaliser les premières greffes de rein entre jumeaux identiques. Il n'y a pas de différence génétique entre les deux jumeaux, enfin les différences sont très très fines et limitées. Et ces premières greffes ont fonctionné de façon étonnante, prouvant que lorsqu'on se trouvait en dehors de situations immunologiques compliquées, il n'y avait pas de rejet et que ces greffes pouvaient survivre très longtemps, à condition que la maladie initiale des reins ne soit pas une glomérulonéphrite qui récidivait systématiquement. Mais si c'était une insuffisance rénale liée à une maladie congénitale, à ce qu'on appelle une pyélonéphrite, la tolérance des reins était définitive. Et puis, à partir de 1959 et de 1960, à Paris et à Boston, 2 villes qui ont joué un rôle clé dans le développement de la transplantation à cette époque, se sont développées les greffes à partir de frères et sœurs semi-identiques et a commencé une nouvelle aventure. Ça, c'est René Cus qui a réalisé une des premières greffes de rein françaises. Ça, c'est une photo qui montre les 2 premiers jumeaux transplantés à Boston avec, de gauche à droite, Joe Murray, qui était mon patron américain, qui a eu le prix Nobel en 1991, John Merrill et John Hartwell Harrison, qui étaient urologues et faisaient la transplantation, c'est un peu comme moi. Ça, c'est Marius Renard et sa mère, et je ne peux pas revoir cette image, je la montre très souvent, parce que, je le rappelle, c'était un pas étonnant. C'était aussi un acte de générosité très significatif. Madame Renard
a voulu donner la vie pour une deuxième fois à son fils. Jean Hamburger, dont vous avez dû entendre parler, qui est mort il y a quelques années, qui était le grand pionnier français de l'immunologie. Et puis, il y a eu d'autres transplantations. Au XXe siècle, en 1962, Thomas Starzl a réalisé la première greffe de foie, suivi de près en 1963 par Roy Kahn à Cambridge. C'était la première européenne. Lillehaye a fait la première greffe de pancréas en 1966, mais tous les cas essayés ont échoué. Et c'est en 1976 que j'avais mis au point à Lyon une technique qui est à l'origine du développement des greffes de pancréas. Il y en a 22 000 dans le monde actuellement. Puis les premières greffes d'intestin, la première à Hardy aux États-Unis et Ricourt à Paris qui a fait la première greffe européenne. Voilà Antonio Fresi qui est le premier receveur d'une greffe de pancréas avec la technique qu'on avait décrite à Lyon et qui a vécu 1 an et qui est mort d'une complication infectieuse qui n'avait rien à voir avec sa greffe. Cet homme était arrivé, était diabétique. Il avait une insuffisance rénale liée au diabète et il était dans un tel état de cachexie qu'on ne pouvait pas envisager de lui faire une greffe de rein. Il était trop fragile, trop faible. Et l'idée avait été de faire une greffe de pancréas avec notre technique qui marchait très bien chez le rat, qui marchait très bien chez le chien et qui était extrêmement simple. On injectait dans le pancréas pour le débarrasser de sa fonction exocrine du suc digestif très caustique qu'il sécrète, du néoprène qui se coagule par floculation au contact du suc pancréatique. Et ce qui fait qu'on prenait une partie du pancréas, on injectait cette substance dedans et on faisait une greffe, une anastomose d'une artère, une anastomose d'une veine, et c'était fini par une toute petite incision. Et on a fait ça chez Antonio, qui a repris immédiatement de la forme, du poids, plus d'insuline, plus de régime. 3 mois après, il était en pleine forme et on a pu faire une greffe de rein. C'est un désespoir pour nous qu'il ait fait une infection grave et une méningite 1 an après sa transplantation. Et puis, il y a eu d'autres transplantations, bien sûr. Le cœur, vous connaissez tous l'histoire de Barnard, qui travaillait chez Shumway et qui a eu le courage de se lancer le premier, alors que Shumway hésitait, alors qu'il était parfaitement au point. En France et en Europe, c'est Cabrol et Dubost qui ont réalisé les premières. Les greffes de poumon, Hardy à Chicago, de Rome en Belgique, la première européenne, et puis le cœur-poumon que Barnard était le premier à réaliser. Voilà une greffe un greffon cardiaque, juste avant d'être transplanté. Le cœur ressemble vraiment au cœur qu'on peut dessiner dans les livres. Et voilà des premiers greffés cardiaques de Lyon qui était ce jour-là à son 7e Mont Blanc, après la greffe. Il en a fait d'autres depuis, et je pense avec émotion aujourd'hui au chirurgien qui l'a transplanté, Georges Dureau, qui s'est tué en voiture la semaine dernière. Mais cette transplantation, ces efforts des chirurgiens ne pouvaient que s'appuyer sur des connaissances d'immunologie pour essayer de surmonter et de prévenir le rejet des greffes. Et là apparaissent une série de grands noms, tous ceux qui ont montré que l'immunité se tenait en partie au niveau des cellules. Un Anglais, Sir Peter Medawar, qui lui aussi a eu le prix Nobel, qui a montré ce qu'on appelle le rejet de deuxième intention. C'est-à-dire que si vous prenez 2 souris, ou des souris appartenant à la même lignée, et si vous faites une greffe de peau d'une souris noire, par exemple, une souris blanche, la peau est rejetée en 8 jours ou 9 jours. Si vous faites quelques jours plus tard une deuxième greffe de la même souris ou d'une sœur de la même souris noire à la souris blanche, la peau rejette en 2 ou 3 jours. C'est ce qu'on appelle le rejet de deuxième intention, qui est extrêmement rapide. Et Medawar a pu montrer qu'on pouvait transférer ce rejet par les lymphocytes. C'est-à-dire que si on prend des lymphocytes de la souris blanche qui a reçu ces 2 greffes et qu'on les injecte à une autre souris blanche et qu'on greffe une peau d'une souris noire à cette deuxième souris blanche qui est vierge en principe, la peau était rejetée très très vite en 2 ou 3 jours, comme dans le rejet de deuxième intention. Et de là est parti tout ce qui était concerné l'immunologie par l'intermédiaire des cellules, les lymphocytes, mais aussi par les anticorps.
Et puis, toujours dans la même époque, entre 1945 et 1955, on s'est aperçu qu'il existait, qu'on pouvait développer une tolérance, qu'on appelle la tolérance fœtale ou néonatale, qui consiste à dire, en gros, que si on injecte à un fœtus ou à une souris qui vient de naître des cellules, des lymphocytes provenant du futur donneur, les greffons du futur donneur ne seront pas rejetés par cette souris qui a reçu ces injections. Et c'est un élément très très important parce qu'il a permis de faire progresser nos connaissances dans ce domaine. Et puis à partir de 1960, ont commencé à apparaître, toujours sur les mêmes bases, des méthodes de traitement intéressantes. J'ai beaucoup parlé de lymphocytes qui jouent un rôle clé dans le rejet des greffes. Eh bien, en 1960, Woodruff, un Écossais, a mis au point un sérum antilymphocyte et a pu démontrer que ce sérum antilymphocyte injecté à des chiens qui recevaient une greffe de rein empêchait ou retardait de façon considérable le rejet de ces greffes de rein. Mais si on cherche bien, on s'aperçoit que le sérum antilymphocyte remonte en réalité à la fin du XIXe siècle, où un immunologiste parisien, enfin un bactériologiste parisien à l'époque, c'est comme ça qu'on disait, Metchnikoff, avait préparé un sérum qu'il appelait antileucocyte. Et très franchement, aujourd'hui, plus de 100 ans après, nous continuons à utiliser le sérum antilymphocyte, notamment pour prévenir le rejet des greffes de peau quand on fait des greffes de main. Voilà Sir Peter Medawar, vraiment l'homme qui a déclenché tout dans le domaine de l'immunologie. Et puis on ne peut pas ne pas parler de la génétique qui a commencé aussi au XIXe siècle, avec, pour commencer tout simplement, la description des groupes sanguins par Landsteiner, et puis des antigènes qui caractérisent le rejet, qui expliquent le rejet des greffes chez la souris, d'abord, Gorer et Snell, et chez l'homme, avec Dossé, Benacerraf et Van Rode. Dossé et Benacerraf ont reçu le prix Nobel pour ce travail, et j'ai su que Dossé avait introduit dans un petit film, une vidéo, la table ronde de la semaine dernière. Non, de hier sur les greffes. Voilà Dossé, qui est l'homme aux cheveux blancs, qui est à côté de Benacerraf en chemise bleue, de Van Rode en chemise bleue et de Benacerraf en chemise blanche. Et puis, il fallait aussi trouver des traitements immunosuppresseurs. Les traitements immunosuppresseurs, on les a trouvés dans les plantes. Tous les médicaments, ou 99,9% des médicaments que nous utilisons aujourd'hui encore, sont issus des plantes. Et la première drogue à être utilisée, l'azatioprine, a été utilisée à partir de 1957, mise au point en 1957 aux États-Unis et appliquée là-bas chez le chien dans le laboratoire de Joe Murray et par un Anglais qui s'appelait Roy Calne. Et puis la cyclosporine est une autre plante de ce type, une autre substance de ce type qui a constitué un très grand progrès à partir de 1980. Elle a permis notamment de faire tolérer, de prévenir le rejet des greffes de cœur et des greffes de poumons, et puis le tacrolimus qu'on utilise actuellement, puis il y en a bien d'autres qui sont en train d'apparaître, rapamycine, sirolimus, MMF, en sachant que les corticoïdes, qui sont des anti-inflammatoires qui, eux, ne sont pas issus des plantes, mais des surrénales, ont joué un rôle très important. Donc, l'immunosuppression chimique, et puis aussi cette immunosuppression biologique dont je vous ai parlé avec les sérums antilymphocytes et les sérums antileucocytes. Ça, c'est le champignon dont est issue la cyclosporine. On l'a trouvé dans les marais de Norvège. Et il y a actuellement des tas de spécialistes de la pharmacologie qui vont chercher ces plantes, qui en tirent des extraits et qui les essaient dans toute une série de situations qui permettent, quelquefois par hasard, mais comme on a des cibles qui sont assez bien dessinées, qui permettent de trouver, de démontrer les capacités anti-rejet de ces substances. Mais là encore, la cyclosporine vient de cette petite plante qui pousse dans les marais norvégiens.
au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, sont apparues les greffes de tissu composite. Et les greffes de tissu composite, ça a commencé avec les greffes de main, mais jusqu'à présent, on a parlé de greffe de cœur, un tissu, un muscle, de greffe de rein, un tissu, le rein, de greffe de pancréas. Alors le pancréas, si on greffe le duodénum avec, ça fait 2 tissus, mais il y a 1 ou 2 tissus, et ce qui prime, c'est le pancréas. Le foie, c'est un seul tissu, et le pas qui a été franchi à la fin du siècle, c'est celui des greffes qui associent plusieurs tissus. Alors, on a commencé avec la main, on vous a dit qu'on avait fait les premières greffes à Lyon, vous le savez. Moi, j'en suis l'auteur, mais je ne peux pas ne pas citer mon vieux complice, Earl Owen, qui est un chirurgien australien, qui est le père de la microchirurgie. Moi, j'ai lancé les premiers cours de microchirurgie européens en 1968, et puis à partir de 1971, j'ai associé Earl Owen, avec qui j'étais devenu ami, que je connaissais un peu des États-Unis, et qui est venu à Lyon systématiquement pendant ses cours, pendant 12 ans. Et toutes les fois, nous parlions du jour où nous pourrions réaliser des greffes de main. Mais à l'époque, c'était absolument interdit parce qu'on avait cette notion de peau qui était rejetée systématiquement. Et il n'y a pas de greffe de peau chez l'animal ou chez l'homme qui ait survécu un temps raisonnable en dehors de ces situations de greffe néonatale ou fétale dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ça a donné un élan. Il y a eu, depuis cette époque, 9 greffes de genoux, en général l'articulation du genou, mais quelquefois associée à du muscle et à de la peau. Il y a eu des greffes de diaphyse fémorale. Il y a eu 2 greffes de larynx, mais qui en fait impliquaient toute la partie antérieure du cou, parce qu'on ne peut pas greffer le larynx si on ne greffe pas en même temps le corps thyroïde et les parathyroïdes. Et puis plus récemment, il y a eu, depuis 2 ans, 9 greffes de la paroi abdominale, c'est-à-dire de l'ensemble de la paroi abdominale, chez des sujets qui allaient recevoir une greffe d'intestin, qui sont des patients multi-opérés, et pour pouvoir fermer la paroi, chez lesquels il est absolument impossible de refermer la paroi sans ajouter cette greffe de paroi abdominale qui donne des résultats très intéressants. C'est donc une nouvelle ère de la transplantation qui est en train de s'écrire. Alors, parler de la greffe de main, je vous ai dit que c'était une greffe qui comportait plusieurs tissus. Sur l'écran, on voit de l'extérieur à l'intérieur la peau. Et je vous ai dit que la peau, c'est un organe immunologique très complexe. La peau, ça sépare le corps de l'extérieur. L'extérieur, c'est un milieu extrêmement agressif sur le plan chimique, sur le plan de la chaleur, sur le plan physique, mais aussi sur le plan des microbes et des virus. Et la peau est un tissu protecteur très sophistiqué, avec des cellules qu'on appelle les cellules d'Enguerrand, qui sont prêtes à sauter sur les premiers microbes qui apparaissent, ou tout ce qui essaye de traverser la peau, et qui les reconnaissent et qui déclenchent des réactions pour les éliminer. Mais la peau est la cible d'un rejet extrêmement aigu qui a empêché de faire ces greffes auparavant. En dessous, il y a les aponévroses qui ne sont pas la cible d'un rejet très marqué, les muscles qui sont eux aussi la cible d'un rejet marqué, les artères, les veines, les nerfs, l'os, et à l'intérieur de l'os, la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, c'est un véritable problème majeur. Et Eliane Gluckman a dû vous dire il y a 2 jours que c'était la cible d'un rejet lui aussi très agressif. Mais la moelle osseuse comporte aussi 2 types de cellules. Des lymphocytes qui peuvent attaquer le receveur. C'est ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte, et qui est un très gros problème pour les greffes de moelle. Elle a dû le dire pendant les débats, et c'est un des problèmes les plus difficiles. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les greffes de main n'avaient pas été réalisées, parce que dans les os de la moelle, dans la moelle des os, il y a des cellules qui peuvent être très agressives pour le receveur. Et il y a aussi ce qu'on appelle les cellules souches. Et moi, le pari que j'ai fait, c'est que les cellules souches présentes dans les os du greffon, en petite quantité, étaient capables de migrer et d'aller coloniser le receveur pour créer ce qu'on appelle un microchimérisme, c'est-à-dire une situation où au niveau microscopique, dans le sang notamment, coexistent 2 populations de cellules.
Ce pari a été gagné. Malheureusement, on n'a pas pu démontrer la présence de ce microchimérisme dans les premières années. On est en train de faire un pas important chez Denis Châtelier, qui a été greffé il y a 4 ans, où on montre que les cellules qui sont présentes dans sa peau sont des cellules tolérogènes, qui expliquent qu'il y a quand même un mécanisme de tolérance. Voilà le premier greffé. Je vous ai montré tout à l'heure la main du premier greffé d'une main. Ça, c'est le premier greffé des 2 mains. C'est un homme de 30 ans qui avait été victime d'une explosion. Il était en train ses neveux jouaient avec une fusée artisanale et il leur a demandé ce qu'ils faisaient. Et il a pris la fusée artisanale et il a dit « Mais comment vous faites pour la faire partir ?» Et les autres lui ont dit « Denis, tu la retournes. » Il a retourné la fusée, ping, et ça a explosé ses 2 mains. Il était amputé au niveau des poignets et c'est un homme qui était persuadé qu'un jour il serait greffé. Et c'est un homme très croyant qui continue à aller tous les ans à Lourdes, mais qui allait depuis son amputation, et qui disait que Dieu lui permettrait d'avoir à nouveau des mains. En tout cas, au moment où il m'appelait, il était équipé de prothèses myoélectriques, qui sont des prothèses très intéressantes, mais qui ne permettent pas de faire tous les gestes de la vie courante, qui permettent et qui n'ont pas de sensibilité, mais qui sont très utiles. Et lui ne pouvait plus les supporter parce qu'elles sont lourdes et qu'il n'aimait pas leur mode de fonctionnement. Les greffons sont prélevés chez des sujets morts, qui ont décidé de donner leurs organes, et nous, bien entendu, nous prévenons les familles en leur disant qu'on va faire des greffes de mains. Alors maintenant, il y a moins de publicité, mais à l'époque, au début, on a été noyé par les médias sans qu'on le cherche, et c'était bien que les familles sachent qu'on a fait ça, parce que sinon, elles l'auraient su quand même. Ça, c'est le début d'une opération. Le principe, c'est qu'il faut isoler, là on retombe dans la chirurgie, c'est qu'il faut isoler toutes les artères, tous les nerfs, toutes les veines, tous les tendons qui sont à l'intérieur de la main. Vous savez que la main est un organe extrêmement complexe, donc ça demande une très très longue préparation. Et voilà à quoi ressemble le greffon avant d'être prélevé. Tout est isolé et il est prêt à être greffé et réimplanté sur les moignons du receveur. Moignons au niveau desquels on a fait le même travail d'isolement, de repérage de toutes les artères, tous les nerfs, toutes les veines et tous les tendons. Voilà Denis Châtelier, je crois que c'est au premier pansement, ou 8 ou 10 jours après la greffe, les fils sont encore présents au niveau des cicatrices. Et à cette époque, à ce moment-là, Denis parle des mains. Comment sont les mains? Ce sont les mains d'un mort qui sont à ce moment-là au bout de ses bras. Et il ose à peine les regarder. D'ailleurs, on le voit bien sur la photo. Et c'était pour nous un très très gros problème. Est-ce qu'on peut vivre avec des mains qu'on voit sans arrêt, dont on se sert sans arrêt, qui ne sont pas les siennes? C'était aussi une décision très difficile à prendre. Et heureusement, bien entendu, on a dans l'équipe des psychiatres, des psychanalystes surtout de très haut niveau, et qui ont suivi le patient. Et on s'est aperçu très très vite qu'à partir du moment où la sensibilité revient à l'extrémité des doigts, le patient ne parle plus des mains, mais parle de ses mains. Comment sont mes mains? Et à partir de ce moment-là, il s'est approprié ses mains avec quand même une situation un peu conflictuelle. Les Américains appellent ça splitting, c'est-à-dire qu'ils pensent un peu 2 choses en même temps. Ce sont mes mains ou ce sont les mains d'un mort, mais domine toujours cette notion, ce sont mes mains. Et c'est seulement en cas de crise, en cas de dépression, que la notion de main d'un mort réapparaît. Mais c'est très très intéressant. À partir de ce jour-là, Denis parlait des mains. Comment sont les mains? Il ne parlait pas de ses mains. Le traitement immunosuppresseur, écoutez, on a pris le traitement le plus classique. Moi, je faisais mon pari de microchimérisme. Il fallait aussi qu'on essaye d'empêcher les réactions du greffon contre l'autre, donc comme dans les greffes de moelle. Donc c'est un équilibre très difficile à trouver.
On a simplement utilisé les traitements les plus puissants, les plus puissants qu'on puisse avoir. Le sérum anti-lymphocyte, ATG, ça veut dire sérum anti-thymocyte. Le tacrolimus, qui est une drogue récente, le mycophénolate mofétyle et la prednisone, mais ça, c'est le traitement de toutes les greffes. Et pour les greffes de main, même avec la peau qui était théoriquement condamnée à rejeter, on n'a pas changé le traitement. Et on a eu, et ça marche. Donc il y a une explication qu'on est en train de chercher, on arrivera, je pense, à la trouver, mais c'est très clair qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le microchimérisme dont je parlais. Et mon patron américain, Joe Murray, à qui je dois beaucoup et qui est vivant encore et avec lequel je communique et que je rencontre de temps en temps, n'arrive toujours pas à comprendre, lui qui est chirurgien plasticien et qui a commencé sa vie chez les brûlés pendant la Deuxième Guerre mondiale, en essayant de leur faire des greffes de peau, il n'arrive toujours pas à comprendre comment il est passé à côté de cette espèce de sentiment que moi j'ai eu brutalement et qui m'a conduit à appeler Owen en Australie en lui disant écoute, je crois qu'il faut y aller, le moment est venu, il y a un raisonnement qui tient la route, et Owen a trouvé le premier patient et on est venu l'amener à Lyon et on l'a transplanté à Lyon. Ça, c'est un phénomène, c'est un deuxième. Donc, il y a 3 leçons tirées de ces greffes de main. La première leçon, c'est celle psychologique que je citais tout à l'heure. L'homme est capable de s'approprier des mains venues, le receveur est capable de s'approprier des mains prélevées sur un mort. Et ça, c'est un point important. Deuxième leçon, celle que je viens de citer, les greffes, la peau ne rejette pas obligatoirement et systématiquement. Alors c'est vrai qu'on a eu des rejets, je ne montre pas tous les documents, on a eu toujours des petits rejets sous forme de petites taches rouges on faisait des prélèvements histologiques et on voyait que ces rejets que la peau était infiltrée par des lymphocytes, comme dans le rejet des reins, des foies, des cœurs. Et cette peau, ce rejet, par contre, était extrêmement facile à traiter, beaucoup plus facile à traiter que le rejet des greffes de rein ou des greffes de cœur, avec beaucoup moins de médicaments et des doses beaucoup plus faibles. L'explication, c'est que sans doute, comme la peau est le tissu le plus superficiel de ces greffes de tissu composite, celui qui est le plus exposé au rejet, comme il est sous les yeux du patient, sous les yeux des médecins, on peut sans doute le déceler beaucoup plus précocement qu'on ne décèle les rejets des greffes d'autres organes intrathoraciques ou intra-abdominaux. La troisième leçon est une leçon qui est probablement la leçon la plus impressionnante. Vous avez sur ce tableau le cortex cérébral droit et gauche. Regardez par exemple le côté gauche et vous avez ce qu'on appelle l'homonculus, c'est la représentation dans le cerveau et dans le cortex, aussi bien au niveau de la sensibilité que de la motricité, la représentation du corps humain. Vous voyez par exemple que la face et la bouche sont au niveau de ce petit homme, cet homonculus, sont assez développés. Vous voyez surtout que la main est extraordinairement développée par rapport aux membres inférieurs et aux pieds qu'on devine un peu plus loin. Et sans doute, ce développement de la main est-il à l'origine de la progression dans l'échelle animale de l'homme? C'est en tout cas ce que disent un bon nombre de scientifiques et depuis des années. Et c'est pourquoi peut-être aussi le fait de greffer une main a fait fantasmer tellement de gens et nous a valu tellement de problèmes à un certain moment. Mais quand un homme est amputé, et vous regardez, c'est en rouge sur l'écran, regardez surtout le côté droit où c'est plus net, et ça c'est fait avec ce qu'on appelle des IRM fonctionnels au niveau du cerveau. L'image de la main en rouge se trouve au niveau de la tête et pas loin de la bouche. Alors on se demande pourquoi. En réalité, c'est parce que les amputés, notamment les amputés des 2 mains, se servent beaucoup de leur bouche. Ils tiennent un crayon avec leur bouche, ils n'ont pas de main. Donc la bouche sert à beaucoup de choses. Et l'image de la main, l'image rouge sur la partie droite se trouve au niveau de la bouche.
Et puis, 6 mois après, c'est en bleu, l'image de la main a disparu, enfin l'image a regagné sa situation normale. Ça prouve, avec une zone verte, qui est une zone de chevauchement, qui disparaît par la suite. Et ça, c'est un élément qui est très très important. Ça ne se savait pas avant ce type d'expérience. Les neurophysiologistes nous disaient, de toute façon, comme l'image, un amputé n'a plus d'image de la main dans le cortex cérébral, l'image de la main ne peut pas réapparaître puisqu'il n'y a pas de plasticité cérébrale. Il racontait ça il y a encore 6 ans ou 7 ans. Et on a pu démontrer avec ces greffes que l'image de la main réapparaissait et retrouvait sa place normale, aussi bien dans le cortex correspondant à la sensibilité que dans le cortex cérébral correspondant à la motricité. Et l'équipe du CNRS et de l'Institut des sciences cognitives de Lyon, qui est très connue parce que le professeur Jouvet l'a fondée en travaillant sur le sommeil il y a 20 ou 30 ans, cette équipe est en train de publier dans les meilleurs journaux scientifiques, est en train de démontrer des choses qui sont très intéressantes, pas seulement pour la greffe de la main, parce que ce qu'on pense, c'est qu'on peut, à partir de ce qu'on voit ici, faire progresser les choses dans la rééducation, notamment des gens qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux. On peut créer de nouveaux circuits, on peut essayer de faire bouger les choses. Et puis aussi, comme ça a été démontré récemment, on peut, à partir de ce qu'ils ont découvert ici, anticiper et faire disparaître les douleurs des membres fantômes qui existent chez un certain nombre d'amputés. Ça, c'est un patient de Milan que je connais bien, qui s'appelle M. Vesigali, parce qu'on travaille, vous savez, il y a 12 équipes dans le monde, 9 équipes dans le monde qui travaillent ensemble de façon très étroite. Et moi, j'ai participé à la transplantation de M. Vesigali, parce qu'on est allé à Milan, de toute façon, comme les Italiens sont venus chez nous. Et M. Vesigali a eu une greffe d'une seule main, sa main droite, et il a été transplanté 25 ans après avoir été amputé. Donc, l'image de la main dans le cerveau a disparu depuis 25 ans. Et là, il devrait se mettre en route. Bon, ben, ça fait rien. Simplement, dans ce premier film, je voulais montrer que chez un homme amputé 26 ans auparavant, voilà, 26 ans auparavant, merci et bravo, voilà ce que 3 mois après la greffe, alors que la sensibilité n'est pas encore revenue, il est capable de faire. Ce qui veut dire c'est assez compliqué comme geste, parce qu'il faut avoir sa main, la représentation de la main dans l'espace, prendre des cônes et les placer les uns sur les autres. Eh bien, 3 mois après cette greffe, 26 ans et 3 mois après une amputation, ce patient est capable de faire ça, et l'image de sa main est par définition revenue dans le cerveau. Ça, c'est Denis, 1 an et demi après la transplantation. Et là, ce qui est très intéressant, vous voyez, il joue à la balle avec la kinésithérapeute. Et vous voyez que sa main anticipe, regardez, sa main anticipe l'arrivée de la balle, exactement comme vous et moi faisons quand on veut attraper une balle de tennis. Et quand on l'a lâchée, le geste de la main continue à fonctionner. Ça, c'est aussi une autre vue, toujours 18 mois après la greffe. Le film précédent, c'était 3 ans et demi. Il est en train de réaliser le test de Carroll. Le test de Carroll, c'est un test qui est utilisé par les chirurgiens de la main pour vérifier les résultats de leurs opérations et qui est inspiré de ce qui se passait aux États-Unis dans la compagnie General Motors pour engager les ouvriers et pour s'assurer qu'ils aient une certaine forme de dextérité. Et vous voyez que 18 mois après la greffe, il est capable vous avez vu, d'enfiler des tuyaux les uns sur les autres, de prendre une balle de tennis, de faire des gestes, de porter des billes métalliques. Vous verrez qu'il n'est pas absolument parfait. Il y en a une qui va tomber, mais c'est celle-là, voilà. Elle tombe, il la rattrape difficilement. Moi, j'ai essayé, c'est pas aussi facile que ça, vous voyez, mais bon, c'est pas parfait. Mais il y arrive, vous le voyez en attraper une autre plus petite, il arrive à attraper les anneaux et il arrive à porter à faire ce travail, à faire ça, et à porter par exemple un objet lourd qui est ce fer à repasser.
Bien sûr. Tout de suite. Donc voilà ce film. Écoutez, merci beaucoup. Je vais essayer de passer la dernière, qui vous montre les résultats de ces transplantations de mains. Et je vous ai dit qu'on parlait du XXe siècle, et je reviens un peu à ce qu'on disait autrefois. Le XXIe siècle, celui qui commence en ce moment, prolongera les efforts qui ont été réalisés au cours du siècle dernier, mais est-ce que nous irons jusqu'à ces xénogreffes, qui sont les greffes à partir d'organes animaux auxquels nous rêvons tous et qui étaient incluses et implicitement inscrites dans les mythes que j'évoquais au début de cet exposé. C'est vrai que les premières greffes, je vous l'ai dit, chez l'homme, par Jaboulet en 1906, étaient des greffes de porc et des greffes de chèvre, qu'il y a eu en 1964 aux États-Unis et à Lyon aussi, des greffes à partir de reins de chimpanzés qui ont fonctionné de façon surprenante. À la New Orleans, un rein de chimpanzé a fonctionné pendant 9 mois chez un homme. Donc on sait que c'est cette possibilité, mais j'ai mis 2 points d'interrogation, ou un seul ou 2, parce que effectivement le rejet est beaucoup plus complexe à traiter, et même si on arrive à humaniser des animaux, c'est-à-dire à leur injecter dans leur chromosome la petite partie qui ressemble, une petite partie de chromosome venue de l'homme, pour que l'homme receveur ne reconnaisse pas l'organe transplanté comme venu d'une autre espèce, même si on arrive à faire ça, on se heurtera à des questions d'infection, et notamment d'infection virale, qui font qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un moratoire et que toutes les tentatives de greffe à partir de donneurs animaux ont été arrêtées, même si, comme je vous le disais en 1964, il y a eu des succès de greffe de rein, et à la même époque, des succès de greffe de foie, et même une greffe de cœur chez une petite fille qui s'appelait Baby Faye à San Francisco en 1980. Voilà ce que je voulais vous dire. Je terminerai en vous disant, j'ai essayé de vous montrer comment ce XXe siècle, qui effectivement est le siècle où la transplantation s'est développée, s'inscrit dans un long continuum dont on ne sait pas où il commence et dont on ne sait pas où il se terminera. Et ce que l'on sait, c'est que entre l'ombre et la lumière, il y a toujours une zone grise, et que de toute façon, la zone grise s'éclaire par la suite. Cette photo est une photo à laquelle je tiens beaucoup. Elle a été prise il y a 1 an et transmise par la fusée Columbia dans le dernier tour qu'elle a fait de la Terre avant d'exploser en rentrant dans l'espace aux États-Unis. Et cette photo montre l'Europe au moment où se lève le jour en janvier 2003. Je vous remercie.